Média vivant. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous, le temps d'une soirée, pour amener l'info là où elle ne va pas. Sous le soleil, les cités, une enquête de Daphné Gastaldi. Les fleurs de grâce, Cannes Beach, la cité du soleil. Immédiatement, on s'imagine tous une carte postale, une de ces affiches vintage de la Côte d'Azur, vous savez, avec ses pins parasols en bord de Méditerranée. En réalité, il y a derrière ces noms des cités, des résidences avec des logements sociaux stigmatisés, des noms à l'image de l'immense paradoxe qu'est la Côte d'Azur. D'un côté, la plage de Galets de Nice, ses palaces, ses casinos. De l'autre, ces quartiers paupérisés avec des tours HLM à perte de vue. Cannes, la Croisette, son festival en ce moment même, et puis ces quartiers concentrés entre le littoral et les collines. La réalité derrière la vitrine. Sur la face A, à en croire la presse à sensation, la zone ne vivrait qu'une dualité entre glamour et faits divers. Les quartiers font plus souvent la une des journaux quand on parle de rixes, de trafic de drogue, de délinquance, quand des renforts de police sont arrivés. Les habitants sont les premiers à subir cette caricature. Ils en sont doublement punis. Alors ce soir, on vous propose de découvrir la face B de cette Côte d'Azur. Sans angélisme, puisque la délinquance, le trafic de drogue existent et sont une des réalités et des préoccupations majeures pour les habitants de ces quartiers, mais reste le fait d'une partie minime de la population. Historiquement, des travailleurs sont venus exercer dans le bâtiment, dans la restauration, l'hôtellerie, pour ce tourisme si connu de cette région balnéaire. C'est une main-d'œuvre vitale. Le département compte le plus haut score du nombre d'emplois touristiques dans la région. En ce moment, les hôtels accueillent plutôt une population, une clientèle aisée, qui vient d'abord de Scandinavie, des États-Unis ou du Moyen-Orient. Et tenez-vous bien, ce chiffre d'affaires représentait en 2021 4,4 milliards de chiffres d'affaires pour le département. Alors, malgré ce succès, la misère sociale existe bel et bien. Dans la métropole de Nice, le taux de pauvreté est de 4 points supérieur à la moyenne nationale. C'est des chiffres de l'INSEE. En tout, sur cette bande littorale qui ne fait que 30 kilomètres entre Nice et Cannes, il y a près de 70 000 personnes qui vivent dans ces quartiers prioritaires. Et le nombre de logements sociaux ne suit pas. De nombreuses communes ne respectent pas la loi SRU et les taux de 20 à 25% de logements sociaux exigés. Les habitants, eux, se sentent ghettoisés. C'est au final toute une population qui est comme invisibilisée sur ce littoral si glamour entre Nice et Cannes. Au tout début de cette enquête, une infirmière qui a exercé dans ces quartiers me disait « C'est politiquement incorrect de dire qu'il y a des cités à Cannes. Le rêve doit être maintenu. » Un rêve qui influence les jeunes aussi, comme celui qu'on a rencontré, qu'on va appeler Manuel. Manuel a 21 ans, il vient de l'Ariane à Nice, et lui, dans son imaginaire, la Côte d'Azur, c'est Cannes. Le rêve de Cannes, c'est, je sais pas, Cannes, les yachts, tout le monde est riche, les boutiques, tous les magasins de marque, de luxe. Il y a Gucci, il y a plein de gros magasins, mais dans une lignée. C'est enchaîné. C'est la tentation, parce qu'au final, c'est pas notre vie, du coup. C'est juste on voit. De toute façon, quand on voit, on peut pas toucher, ça énerve tout le monde, hein. N'importe qui, hein. Moi, qui a pas grandi ici, pour moi, Cannes, c'était un rêve. C'est un rêve. Aujourd'hui, je vois que Cannes, il y a des côtés, wow. Pour moi, je savais même pas il y avait un quartier, mais c'est incroyable. C'est la galère. C'est encore pire que des endroits à Nice, des quartiers à Nice. Et moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Mais à Cannes, il y a vraiment des gens qui se sentent abandonnés, parce que je crois que c'est le fait de voir tout à côté, alors que c'est vraiment la galère, la pauvreté, les mêmes galères que dans les quartiers, alors qu'on parle de Cannes. Pour moi, je savais même pas quand j'étais jeune que je pouvais mettre un pied à Cannes. Avec ces mots,
Manuel raconte cette fracture urbaine derrière les paillettes. Parler des cités de la côte est sensible, d'autant plus quand on est journaliste. Les associations sont frileuses face aux médias. Encore plus depuis l'attentat du 14 juillet 2016, quand un camion bélier a foncé dans la foule en plein feu d'artifice à Nice. Le terroriste a vécu un temps dans les quartiers Est et les habitants y ont vu débarquer en nombre des caméras de télévision. Le sujet clive, autant qu'il est instrumentalisé politiquement dans le combat entre la droite locale et l'extrême droite, qui ne cesse de monter à chaque élection. Il faut savoir qu'il y a 14 quartiers prioritaires sur ce bout de littoral entre Nice et Cannes. Alors on est loin des 41 quartiers de Marseille, mais la misère sociale, la discrimination territoriale est bien présente. Les situations sont très différentes. Si on regarde cette carte, il y a les quartiers qui vont être dans la métropole de Nice et les quartiers plus dans l'arrière-pays, voire en zone rurale, plus reculée. On trouve des grands ensembles en périphérie, comme des quartiers historiques, insalubres et dégradés. Il y a aussi des quartiers réhabilités. Cette situation est assez disparate. Grasse et Valoris, par exemple, dans leur cœur historique, ont des quartiers prioritaires avec des immeubles insalubres et des marchands de sommeil. Alors pour en parler, pour raconter comment cette population a été reléguée à l'arrière-plan au fur et à mesure, au fil des ans, je vous propose qu'on accueille sur scène l'historien Yvan Gastaut. Il est maître de conférence à l'Université Nice-Côte d'Azur. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ont été créés ces quartiers, par exemple les quartiers Est et Nord de Nice, parmi les plus pauvres de la Côte d'Azur, pour ne citer que l'Ariane, les Moulins, les Liserons ou Saint-Roch, par exemple? C'est une époque qui pourrait être comparée avec d'autres territoires, notamment la partie ouest de la région, mais aussi d'autres villes en France. C'est l'époque des 30 Glorieuses, des années 1950-1960, qui a vu s'ajouter à Nice une autre urbanisation, une urbanisation qui vient contrarier, on pourrait dire, le tourisme qui est né, le tourisme mondain, le tourisme de luxe, qui est né à la fin du 19e siècle, où il y avait déjà des formes d'insalubrité. Mais ces formes étaient jusqu'aux années 30, 40, 50, des formes qui étaient plutôt dans les centres-villes. Vous avez une très belle carte, très intéressante, le centre-ville de Grasse, par exemple, le centre-ville de Nice, les vieilles villes. Le Vieux-Nice était à cette époque-là principalement le lieu de relégation. Le Vieux-Nice, on l'appelait le Babazouk en termes de notoriété, ce qui voulait dire que les touristes ne franchissaient pas le cours Saléa, qui était la limite, la frontière entre ceux qui étaient du côté mondain, ceux qui étaient du côté du luxe, et de l'autre côté, ceux qui étaient soit les pauvres habitants de la ville, soit les immigrés. Nouvelle donne, la France se reconstruit après 1945, des programmes de construction urbaine et l'apparition à Nice d'un programme à Nice et puis dans tout le département d'un programme de construction qui s'échafaude au cours des années 1960 avec une dimension qui est double. Nice en particulier, mais Grasse aussi, sont des lieux où il y a eu de très nombreux bidonvilles. Des bidonvilles qui ont jonché, on pourrait dire, les périphéries. Je pense à Nice, c'est sur la plaine du Var, qui est aujourd'hui en train de se développer comme une nouvelle partie de la ville. Il y avait un immense bidonville qui rassemblait jusqu'à 4000 personnes. Et dans ce contexte-là sont nés donc les fameux grands ensembles dont vous parlez, l'Ariane, donc avec des noms qui tout de suite ronflent, comme des semeurs de troubles, l'Ariane, les Liserons, Valoris, la Zaïne. Donc ces lieux qui viennent se plaquer sur soit des activités traditionnelles et rurales, soit les centres touristiques et qui vont, d'une certaine façon, d'emblée, très rapidement, créer ce qu'on va appeler, entre guillemets, localement, des problèmes urbains. Le tourisme de luxe s'est développé dès la fin du 19e siècle sur cette Côte d'Azur. Vous me disiez, la population s'est au fur et à mesure mise au service de ce tourisme de luxe. Alors, comment cette main-d'œuvre est arrivée? Dans quel travail ils ont exercé? Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quelle est l'évolution? Marseille s'est souvent construite comme une ville. Marseille, la partie ouest de la région, si on prend l'échelle régionale, c'est souvent construite avec une sorte d'image et de valorisation de la diversité culturelle, de l'immigration. C'est moins le cas à Nice. Ou en tout cas, il y a une dimension supplémentaire qui est justement ce tourisme, ce cosmopolitisme, parce que c'est une forme de cosmopolitisme mondain, c'est-à-dire des étrangers, suédois, vous l'avez dit, américains, à un moment donné, anglais au départ, la promenade des Anglais, russes également, qui ont formé une forme de brassage par l'argent, par le luxe, par la mondanité, qui ont marqué le territoire.
Et à la limite, on pourrait aller même jusqu'à la frontière. Hein. Vous arrêtez à Nice, on pourrait aller jusqu'à Monaco et Menton, d'une certaine manière. Et cette frange littorale, qui parfois va aller jusqu'à Grasse, jusqu'à l'arrière-pays, hein, dans certains cas, a provoqué une transformation profonde du territoire. Et dans cette langue de terre, alors la Côte d'Azur, elle va jusqu'où? On pourrait se poser la question. Certains disent Saint-Raphaël, d'autres disent jusqu'à hier, on pourrait discuter là-dessus. Mais a constitué effectivement une forme de label, avec déjà quelque chose de caché dont on ne mettait pas en valeur la réalité. C'était justement ceux qui ont construit ces grands hôtels, ceux qui ont construit ces infrastructures touristiques, ces casinos, tous ces lieux qui vont devenir effectivement des lieux connus dans le monde entier, avec des concurrences d'ailleurs entre les différentes stations. Hein. À qui Cannes va développer le festival du film, à qui Monaco va développer toute l'histoire de la principauté et de sa famille, à qui Nice va développer la promenade et autre chose. Eh bien, derrière, il y a effectivement alors, une population qui va se dévouer, se dédier à cette activité, une population qui parfois est une population locale. N'oublions pas que Nice est une ville port qu'on a souvent oublié. C'était le port jusqu'en 1860 du Piémont. C'était la ville port de Turin. Et ce port qui n'était pas français, qui était piémontais à ce moment-là, était un lieu de forte activité de pêche, de forte activité ouvrière, de forte activité aussi rurale. Et ces habitants locaux sont devenus ensuite des employés, dans beaucoup de cas, du tourisme. La question portuaire s'est rapidement éloignée. Hein. On a plutôt développer les activités portuaires du côté de Marseille, avec là aussi une réalité régionale. Et puis, il y a la dimension migratoire. Migratoire de deux manières. Un exode rural, beaucoup de populations qui viennent des arrière-pays, hein, jusqu'aux Alpes, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, venant sur le littoral, c'est une forme de migration. Et puis enfin, une immense, importante immigration dès les années 1860, avec des questions d'identité que je n'ai pas abordées ici, mais enfin, on pourra en discuter. Mais par exemple, cette immigration italienne, qui va... là aussi, pour beaucoup, alors venir parfois travailler dans les campagnes, mais aussi beaucoup travailler dans le tourisme. Pourquoi? Pour construire, pour devenir des ouvriers de chantier, ou alors pour devenir des domestiques dans les hôtels ou dans les restaurants et s'employer autour du tourisme. Et ça va fabriquer, dès la fin du 19e siècle, une forme de cosmopolitisme particulier, une forme de brassage particulier, avec finalement, globalement, en le faisant rapidement, trois entités: les locaux, les étrangers luxueux, on va dire, et les étrangers pauvres. Avec l'idée que ces groupes se côtoient de manière très épisodique, dans des zones tampons, contacts qui sont assez rares finalement. Et il me semble, vous l'avez très bien dit dans vos introductions respectives, il y a un territoire très fracturé compte tenu de ces dimensions-là, où finalement, pour valoriser le tourisme, qui est le cœur de l'activité, le cœur du réacteur de la Côte d'Azur, du label Côte d'Azur, il faut mettre sous le tapis ceux qui justement font tâche dans ce contexte-là. Peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, et notamment à Marseille. Alors, la cité historique de cette Côte d'Azur, c'est l'Ariane. C'est une cité qui est non loin de l'incinérateur. Et aujourd'hui, les médias parlent davantage des liserons ou du quartier des Moulins à cause du trafic de drogue. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'évolution de l'Ariane, de ces quartiers, avec votre point de vue d'historien, Yvan Gaston? Alors, il y a une dimension qui renvoie au fait qu'on peut faire une histoire propre à chacun de ces grands ensembles, à chacun de ces territoires, hein, imbriqués dans les espaces urbains. Chacun a une histoire particulière. Hein. Alors, oui, l'Ariane a été pendant longtemps un peu ce territoire répulsif. Alors, si on fait une carte de la ville de Nice et de la commune de Nice, on voit que l'Ariane est une sorte d'excroissance, hein, totalement un peu à l'écart, hein, de cette ville, comme une sorte de frontière entre la ville de Nice et puis ce qui serait la vallée du Paillon, ex-vallée très rurale. Hein. L'Ariane, si on regarde des cartes postales du début du siècle, mais même des années 30, c'est un ensemble de prés, d'activités agricoles paisibles, tranquilles, qui vont devenir ces activités marquées par l'implantation donc de ce quartier grand ensemble à partir du début des années 1960. Très vite, hein, 68, 1969, le quartier de l'Ariane est immédiatement catalogué comme étant un quartier à problème, parce que dans ce quartier de l'Ariane, il y a beaucoup relogé des populations qui étaient principalement auparavant dans les bidonvilles. Et très rapidement, l'Ariane va apparaître comme étant le quartier de la peur, le quartier de l'incertitude, le quartier parfois de l'affrontement communautaire entre différentes catégories d'altérité. Les Roms, les populations maghrébines, et puis bientôt les populations tchétchènes, mais aussi venues d'Afrique, dans certains pays d'Afrique. Et il y a là une sorte d'élément répulsif qui va apparaître avec l'Ariane. Si on fait l'histoire depuis les années 60 de ces différents quartiers de la Côte d'Azur, on y voit une sorte d'alternance. À certains moments, c'est tel quartier qui est mis en avant, à ce moment, l'Ariane, moins.
c'est plutôt le quartier des Moulins. À d'autres moments, c'est les Liserons. À certains moments, ça peut être le quartier de la Zaïne à Valoris, construit dans la petite commune de Valoris, qui était surtout connue pour la poterie et les artistes. Sur cette commune, vous y implantez un immense grand ensemble, et là se crée une sorte de vision dichotomique, on pourrait dire, du territoire. Même chose pour Grasse, même chose pour Cannes, et aussi pour la banlieue de Monaco. Parce que la ville de Beausoleil, qui est juste à côté de Monaco, est aussi une commune qui, sur un tout petit espace, apparaît comme une banlieue effective de la principauté. Donc, cette sorte de mise en scène, à la fois sur le plan médiatique, d'un problème urbain qui apparaît comme étant des zones de non-droit, des zones de non-fréquentation pour les populations, on va dire, venues de l'étranger, et en particulier ceux qui sont de la clientèle de la Côte d'Azur, mais aussi un territoire répulsif pour ceux qui se revendiquent de la bonne société niçoise, et je dirais davantage aussi pour les élus. Les élus qui ont pendant très longtemps, alors aujourd'hui, parfois ça peut changer un peu, mais pas beaucoup. Par exemple, le tram qui a été construit à Nice en 2004 ne va pas jusqu'au quartier de l'Ariane. Il s'arrête à un moment donné à une frontière qui, justement, fait que les habitants de l'Ariane, pour aller au centre-ville, ils sont obligés de trouver des stratégies moins évidentes que le tram. Alors, il y a toutes ces caricatures qui sont aussi parfois amplifiées par les médias eux-mêmes. Et puis, on oublie certaines zones aussi. Des personnes sont d'autant plus invisibilisées plus on avance dans les terres. On oublie par exemple qu'il y a des quartiers prioritaires dans les villes de Grasse, Vence ou Carros, un peu plus dans la vallée du Var pour Carros, par exemple. Historiquement aussi, ça s'est développé au même moment? Oui, ça s'est développé d'une manière, on va dire, parallèle, avec une paupérisation, effectivement, de l'arrière-pays. Me semble-t-il, le territoire est fracturé parce qu'il y a cette triple ancrage, on pourrait dire, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi donc une frontière qui existe entre le littoral et l'arrière-pays. Aujourd'hui, quand on va dans certains villages, dans certaines communes plus retirées du littoral, dans les vallées, on y voit aussi des problèmes liés au logement, des problèmes liés à l'habitat, des problèmes sociaux qui peuvent mettre en scène le fait que beaucoup d'habitants de ces quartiers urbains périphériques, comme l'Ariane par exemple, ont été parfois amenés à se reculer, à se retirer d'une certaine façon vers des villages à proximité, mais quand même assez loin, créant dans ces villages là aussi des situations parfois de conflit, créant dans ces villages parfois des situations de difficulté à vivre, et on voit que dans des communes de 1000 ou de 2000 habitants, il y a aussi cette thématique de la fracture en quelque sorte. Alors, Gillette, par exemple, Grasse est une ville beaucoup plus importante, où là aussi le tourisme est important. Mais dans des villages qui n'ont pas forcément d'attractivité mondaine, on voit émerger des populations qui refluent du littoral. Elles ont afflué au littoral et aujourd'hui elles ont tendance à refluer. Et alors, on est en plein festival de Cannes. Cette fracture se voit d'autant plus dans cette ville. Alors, Yvan Gastaut, en tant qu'historien, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quel est ce lien entre le Cannes industriel qu'on ne connaît pas ou pas assez et ce Cannes de la Croisette, en fait? Oui, la Côte d'Azur, notamment à travers les élus et la communication qui est faite par les structures qui défendent le tourisme le plus abondant possible, a constamment voulu laisser de côté, gommer la réalité industrielle qui existe néanmoins, même si elle s'est un peu atrophiée avec le rattachement, parce qu'il y a cette dimension historique qui est importante, c'est que Nice n'était pas française jusqu'en 1860, et que quelque part Nice et Cannes, c'est pas tout à fait pareil. Cannes a toujours été provençale, on va dire. C'était pas le cas de Nice, qui était piémontaise. Il y a aussi des formes de fractures territoriales dans ce cadre-là. Et la dimension industrielle qui néanmoins a existé, malgré cette dévotion au tourisme, est une dimension qui a souvent été cachée, délaissée. Par exemple, effectivement, toute la partie ouest de Cannes est une partie industrielle, est une partie populaire, est une partie ouvrière. Le quartier, vous l'avez dit, de la Boca, qui était un quartier d'usine, le quartier Ranguin, sont considérés comme des quartiers qui gênent les habitants de Cannes et les touristes. C'est-à-dire que c'est un peu du 2 contre 1. C'est que les Cannois, et notamment les Cannois qui viennent s'installer à certains moments de leur vie, souvent à la retraite, ou qui sont considérés comme des Cannois de souche, voient d'un très mauvais œil ces habitants des quartiers, qui sont pourtant eux aussi des Cannois, mais qui ne sont pas vus véritablement comme des Cannois. Et la particularité de la Côte d'Azur, c'est qu'il y a des très fortes proximités qui contrastent avec les très forts clivages qui existent. Et c'est là que parfois la cafetière déborde, en quelque sorte, et que les violences ou les difficultés émergent. C'est le côté proximité qui est mal géré, mal pris en compte et surtout pas reconnu. L'invisibilité crée de l'amertume, crée de la tension et peut créer du ressentiment.
Et dans ces quartiers de Cadelaboca, l'industrie, c'était les verreries, hein, si je ne me trompe pas. Les verreries, absolument. Alors voilà, les verreries, les industries de tabac à certaines époques, tous les quartiers maraîchers, les pêcheurs, l'activité portuaire qui a pu exister à Cannes à certains moments, un peu plus tard l'aérospatiale, et puis les chantiers qui ont été développés, les entreprises de transport public, qui d'ailleurs souvent ont été créées par des populations anciennement immigrées, notamment des Italiens devenus français ou devenus azuréens, qui ont d'une certaine manière ouvert les portes d'entreprises créées par des immigrés, mais dont les employés sont des immigrés de nouvelle génération. Et oui, le quartier de la Boca, c'est un quartier qui anciennement était très largement peuplé par les ouvriers. On n'imagine pas que Cannes a été pendant quelques années dirigé par un maire communiste, que Grasse a connu un maire communiste, que Beausoleil, en frontière de Principauté de Monaco, était aussi à un moment donné, dans les années 70, des mairies communistes, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient là. Certains étant devenus français ou français tout simplement, ont eu à donner leur vote à ces maires qui essayaient de faire en sorte que ces populations soient plus visibles. Ça n'a pas suffisamment œuvré, hein, et on voit qu'aujourd'hui cette dimension militante a un peu disparu. Alors il existe toujours des militants dans ce contexte-là, mais voilà, la fracture existe entre les deux parties de Cannes, par exemple, de Valoris, de Grasse ou de Nice. Et est-ce que ces écarts de richesse, ce fossé social, a pu faire amener vers le haut l'extrême droite, ce combat politique, cette radicalisation, en tout cas, des droites? Oui, il me semble que moi, on m'avait souvent posé la question, parce que bon, tous les médias, vous l'avez dit tout à l'heure, ont déferlé sur la Côte d'Azur au moment de l'attentat de Nice. Pourquoi Nice a-t-elle été soumise à cet attentat? Y a-t-il une explication? Comment comprendre la ville? Et effectivement, on peut comprendre, je ne sais pas si c'est un facteur d'explication absolue, mais il me semble que justement, plus le fossé est creusé entre les différentes composantes des villes. Alors, tout dépend de l'échelle à laquelle on se réfère. Est-ce qu'on se réfère aux villes, aux communes en tant que telles, aujourd'hui aux métropoles, au département, à la région, hein, il y a une dimension d'échelle à prendre en compte. Mais si on reste au niveau des communes, on se rend compte effectivement que, si on prend le cas de Nice par exemple, il y a une clé d'explication dans l'incapacité des élus à prendre en compte et à faire du sens commun, on pourrait dire, hein, à fabriquer la possibilité aussi de valoriser les populations qui existent et qui vivent dans certains quartiers, qui ne sont pas, à mon sens, suffisamment mis en avant, suffisamment valorisés, suffisamment aidés, suffisamment pris en compte, face à l'injustice qui peut être provoquée par l'accent, c'est plus qu'un accent, c'est l'intensité qui est mise pour faire en sorte que, les touristes de luxe soient accueillis, hein, et que deux, on provoque une image, et moi je joue beaucoup en termes d'image, d'imaginaire, de mise en scène, et que les images qu'on développe de la Côte d'Azur, et on se plaît à le faire quand on est un élu ou quand on est un acteur économique de la Côte d'Azur, pour amener de l'argent, pour amener des capitaux, il faut justement montrer la belle image, la carte postale, et même l'inscrire dans l'histoire, cette carte postale, de considérer que venez sur la Côte d'Azur, c'est le territoire de la beauté, c'est le territoire de l'esthétique, c'est le territoire de ceux qui vivent bien et richement, hein, et du coup ça crée un fossé très très net avec les populations qui sont là et qui ne peuvent pas toucher du doigt cette dimension-là, comme vous l'avez très bien laissé dire par ce témoin qui raconte Manuel, voilà, qui raconte ça d'une manière très très simple et qui dit voilà, pour moi Cannes c'était le rêve, et quand on y est à Cannes, eh bien on se rend compte qu'on est là et que personne pourra mettre un pied dans le festival de Cannes, hein, personne n'aura contact à Monaco avec le Palais ou avec le casino, ou alors ce sera en créant le scandale ou en créant la controverse, et donc quelque part c'est un territoire où chacun doit rester à sa place, et notamment ceux qui ont le moins de chances de pouvoir accéder à tous les espaces. C'est cette dimension qui me semble être très particulière à la Côte d'Azur. Et ces quartiers ont été aussi instrumentalisés politiquement. On voit l'extrême droite qui monte. Oui, j'ai pas répondu sur cette question, excusez-moi, mais c'est vrai que Nice et la Côte d'Azur a été le terrain de formation des identitaires. C'est à Nice que, notamment, les identitaires ont été, en 2005, 2006, amenés à se mettre en scène avec un argumentaire qui est très intéressant. C'est l'identité niçoise. C'est l'identité locale qui repousse l'identité étrangère, en particulier musulmane, hein, jugée étrangère, hein, considérée comme étrangère et musulmane, dans l'idée selon laquelle il y a une extrême droite, mais là ce serait une extrême droite encore plus marquée sur l'idée que cette extrême droite identitaire développe une territorialisation de l'extrême droite, qui ensuite a fait des émules un peu
un peu partout dans d'autres régions. Et donc, on a cette dimension identitaire qui s'appuie sur un territoire qui est soucieux et qui se veut soucieux de son identité préservée contre les autres. C'était notamment qui étaient des réunions saucisson-pinard, des choses comme ça, qui développaient l'exclusion des musulmans. Et aussi, donc, l'extrême droite classique, on pourrait dire, plus politique, c'est-à-dire le fait que avant Christian Estrosi, le maire de Nice, était Jacques Perrat, l'avocat, qui avait été un compagnon de route très longtemps du Front National et de Jean-Marie Le Pen. C'était aussi toute cette mémoire que beaucoup revendiquent de Jacques Médecin, qui était dans les années 60 et 70 sur de baron de la Côte d'Azur dans sa globalité et qui ne faisait pas de doute sur ses accointances avec l'extrême droite. C'est une forme de racisme qui, quelque part, s'est beaucoup imprégné du territoire. Un racisme qui prend différentes formes. C'est-à-dire un racisme d'abord d'une extrême droite qui a pris une forme très importante, d'ensuite des identitaires qui ont pris une forme plus originale, on pourrait dire, et aussi un racisme des élus, il faut bien le dire, de la droite, voire même de la gauche, qui développe des formes de violence également à l'égard de l'immigration. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour montrer comment est-ce que les élus locaux ont parfois des discours qui fleurent avec l'extrême droite labellisée, on pourrait dire. Dans les cités, les acteurs de terrain se battent avant tout pour la jeunesse, en lien souvent avec les établissements scolaires, ce que j'ai pu constater sur le terrain. À l'Ariane, je me suis rendue au collège Maurice Jaubert. Dans ce quartier, il faut savoir que 67% des enfants étaient de familles défavorisées en 2020, selon des chiffres du ministère de l'Éducation. Alors, des enseignants ont innové dans ce collège un concept très intéressant, une classe spéciale appelée le fil d'Ariane. J'ai passé une matinée avec eux pour comprendre. En gros, pendant toute leur scolarité, les élèves suivent un cycle assez intense de lecture, de débat, d'écriture. Et une des enseignantes à l'origine de ce projet, Fanny Dana, avec Sarah Gaziello, ont noté des résultats étonnants. Je vous les livre ici. 1/3 d'absentéisme en moins, des élèves qui décrochent moins et qui empruntent plus de livres à la bibliothèque. C'est une initiative qui a même inspiré d'autres établissements dans le département. Alors, du haut de leurs 12 ans, ces élèves au micro disaient qu'ils étaient de petits philosophes. Alors, je les ai interrogés sur cette fracture urbaine qu'ils vivent au quotidien. Le mieux, c'est d'écouter maintenant Zakaria, Mélina, Angelina, Assil et Hidaya. Alors, est-ce qu'on peut prendre une minute, là? Vous réfléchissez peut-être chacun à une problématique, vous pouvez l'écrire. Et ensuite, on les met au tableau. Ina, tu ouvres ton cahier. Là, on vient de faire une séance de fil d'Ariane sur la lecture Le Passeur de Lois Lowry. On peut dire qu'on est un peu des philosophes. Ça nous apprend à argumenter et à faire des débats dans la vie quotidienne. Vu que vous êtes des petits philosophes, est-ce que on est tous égaux à Nice, sur la Côte d'Azur? Je pense que dans la Côte d'Azur, on n'est pas vraiment tous égaux, on ne nous traite pas de la même manière. Par exemple, nous, on a un collège de banlieue, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui nous jugent ou qui nous sous-traitent parce que on est différents, qu'on est des gamins de cité, quoi. Ça dépend, c'est à quel endroit de la Côte d'Azur. Par exemple, à l'Ariane, on est tous à peu près égaux, parce que tout le monde se connaît. Il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. Mais si on va vers le port, la promenade des Anglais, on peut se faire discriminer très vite. Tout le monde dit que la Côte d'Azur, c'est fait pour les riches, alors que non, il y a aussi des pauvres. C'est un cliché, quoi. On pense près de la mer, c'est que c'est cher et que du coup, tout le monde peut vivre, mais non. Le cliché, il est un peu vrai, parce qu'à la Côte d'Azur, il y a beaucoup de voitures anciennes et de voitures de riches. À la Côte d'Azur, ils ont la richesse, mais ils n'ont pas l'empathie et l'amour qu'on a à l'Ariane. C'est pas comme à la Côte d'Azur. Surtout qu'ils disent que tout le monde à l'Ariane, genre que tous les racailles de l'Ariane vendent du shit, alors que pas du tout. Il y en a qui en vendent pas. Les gens disent que c'est l'un des quartiers les plus dangereux de la Côte d'Azur. Selon eux, on est des personnes méchantes, alors que pas du tout. Faudrait qu'ils viennent voir comment on est, parce que nous, on habite là depuis qu'on est petits. Du coup, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils viennent, parce qu'on va les accueillir. Y aller, c'est aussi comprendre l'évolution de ces quartiers. La métropole de Nice a entrepris une grande rénovation urbaine dans les quartiers de l'Ariane, à Pasteur, au Moulin.
l'impasse des Liserons et Nice Centre sont aussi concernés. Il y a une nouvelle phase de rénovation en cours avec un budget de 300 millions d'euros jusqu'à 2030. Actuellement, le trafic de stupéfiants ou la prostitution de mineurs sont les préoccupations principales des associations sur terrain. Des jeunes désœuvrés peuvent être une proie facile pour des trafiquants, par exemple pour surveiller des points de deal. La répression de ces violences, de ces trafics se fait à grand renfort médiatique. Les villes de Nice, Cannes et Grasse réclament haut et fort des renforts de police. Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est aussi vice-président du parti Horizon, promeut, lui, une politique de couvre-feu pour les mineurs depuis des années et aussi une politique de caméras de surveillance. Dans le quartier des Moulins, la mairie et les bailleurs sociaux viennent tout juste d'annoncer la création d'une équipe semi-privée armée avec matraques et bombes lacrymogènes pour une présence, je cite, visible, dissuasive et rassurante et pour intervenir face aux troubles. Éric Ciotti, le député, lui à la tête des Républicains, a lancé une proposition dans la presse. Vous l'avez peut-être entendu. Il rêve de verrouiller les quartiers jour et nuit par les forces de l'ordre et dénonce l'action qu'il juge insuffisante du gouvernement. Alors, fin mars, dans le quartier des Moulins, la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas manqué de rappeler toutes ces interventions à Éric Ciotti. Ils ont fait plus de 400 opérations et 1000 interpellations dans ce quartier des Moulins où l'opération Place Nette se déroule en ce moment. Donc on a la démonstration de force d'un côté et la prévention de l'autre avec l'immense travail des éducateurs de rue. La ville de Nice indique déployer une trentaine d'éducateurs de rue et soutenir une vingtaine d'associations, mais de nombreuses associations dans le département m'ont confié avoir très peu de moyens pour exercer dans ces quartiers ghettoisés, pour aider ceux qu'on appelle les invisibles. Alors les invisibles, ça vient d'un terme technique, les NEETs en anglais, c'est un acronyme qui veut dire les jeunes ni en formation, ni employés, ni scolarisés. Les jeunes de l'ombre, si vous voulez. Alors à Nice, j'ai rencontré Jean-Louis Chaline, chef de service et de la prévention spécialisée au sein de l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté. Ils sont installés depuis 12 ans dans les quartiers est de Nice. Il va vous dire ce qu'il pense de ce terme. Les invisibles, c'est un bien vilain mot pour parler des jeunes qui sont dans rien, qui sont donc ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation, qui sont en panne en fait. Et notre objectif, c'est de les réinscrire dans une dynamique, quelle qu'elle soit. L'objectif, bien entendu, lointain, c'est l'insertion, notamment professionnelle, mais pas seulement. Mais l'idée, c'est de les redynamiser, de les mettre dans un parcours à leur demande, toujours, c'est important, et de les accompagner là-dedans en les motivant, en fixant avec eux des objectifs réalistes et réalisables, et de les accompagner sur ces objectifs-là. Les jeunes sortent pas beaucoup du quartier, les filles sortent davantage du quartier parce qu'elles ont moins de place sur les espaces publics de leur quartier de résidence. Elles sont pas toujours les bienvenues, leur place est pas facile à occuper, donc elles ont une facilité, une tendance à quitter le quartier beaucoup plus facilement et beaucoup plus tôt que les garçons. Les garçons, eux, sortent beaucoup moins, sont quand même beaucoup plus présents sur leur quartier parce que c'est là qu'ils ont une place, c'est là qu'ils existent, c'est là qu'ils connaissent les codes, c'est là qu'ils sont reconnus, respectés. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'aller investir des quartiers différents qui ont d'autres codes, d'autres normes, d'autres populations et dans lesquels ils n'ont pas forcément l'image et la place qu'ils occupent ici. Les accompagner, c'est parfois aussi leur trouver des activités pour sortir du quartier. Les problèmes de mobilité sont un enjeu crucial dans ces zones. Yvan Guesto, l'historien, l'a évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas de tramway qui va du littoral jusqu'à l'Ariane ou au Liseron. Un projet avait été annoncé, mais il n'en est qu'à la phase d'étude. Et sortir de son quartier a un coût. Certains prennent le risque de ne pas payer et ne sont pas assez informés d'abonnement, prennent de mauvaises habitudes ensuite. En enquêtant, j'ai découvert un phénomène. Certains jeunes de Nice surendettés avant même d'avoir 18 ans à cause de dettes, d'amendes qu'ils ont pris dans les bus, le tramway pour aller à la plage ou dans une commune voisine. De simples amendes au départ, mais jamais payées par les familles qui ne pouvaient pas, accumulées, majorées au fil du temps. C'est le cas de Manuel, vous savez, ce jeune désillusionné sur Cannes qu'on a entendu au début. Il est à la recherche d'emploi en ce moment. Il essaye de ne pas reproduire le schéma familial, c'est-à-dire la plonge ou le bâtiment pour les hommes. Mais aujourd'hui, il fait partie de ces jeunes surendettés, notamment à cause de ces amendes impayées dans les transports de Nice ou dans les trains SNCF. Les montants peuvent être faramineux. C'est ce que j'ai confirmé avec des éducateurs de rue et aussi avec un agent du Trésor public.
Mais le service de recouvrement des amendes n'a pas voulu me communiquer les données sur ce phénomène ni accepter d'interview. Alors je vous propose qu'on écoute le témoignage de Manuel. Moi, personnellement, j'ai jamais payé, du coup, que ce soit train, TGV, tout ça, ce qui engendre des amendes, ce qui est pas bon. Beaucoup d'amendes. Ça parle en 5 chiffres quand même. Ça fait des années, depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21, presque en 10 ans. C'est un peu normal. Et vous pouvez pas payer? Et non. Mais oui, même question de quand j'ouvre un compte bancaire et j'ai des saisies, du coup. C'est des choses des amendes que j'avais depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je vais travailler, ils vont me prendre de l'argent. Je vais toujours me sentir redevable, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il se sentira toujours redevable. À ses côtés se trouve Cécile Scotto, une niçoise, éducatrice spécialisée de l'association LC. Alors elle, avec ténacité, elle fait le lien avec les banques, avec le trésor public pour essayer de régler ces situations, d'échelonner les paiements, de faire annuler parfois des majorations lorsque les amendes sont très anciennes. Dans certains dossiers, vous avez bien entendu, on parle en 5 chiffres, les amendes dépassent les 10 000 euros et sans les majorations, cela pourrait diminuer de moitié. On écoute Cécile Scotto. On a eu des jeunes qui avaient des amendes à 1000, 1200. On est déjà monté à 20 000 de cumul d'amendes. Alors ça va pas être que sur les transports, mais quand tu regardes la totalité, la plupart du temps, la moitié des amendes, un peu plus même, ce sont les transports. Le train, le tram, les bus. Il y a un peu de justice aussi au milieu, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est les transports. Qu'est-ce qui se passe quand il commence à travailler? Quand il commence à travailler, il y a une saisie directement, parce que normalement, la Banque de France est au courant. Et du coup, il y a saisie sur salaire. Il y a des techniques que les jeunes connaissent bien. Ils connaissent leur jour de paie. Et à minuit 1, ils sont au distributeur et ils vident le compte complètement pour être sûr qu'il n'y ait pas de saisie. Et ils gardent en liquide, en fait, leur salaire pour pouvoir en vivre. Parce qu'être amputé sur 1300 euros quand on a un SMIC, déjà 1300 euros, on peut pas vivre. Être amputé de 300, 400 euros pour rembourser, c'est pas possible non plus. La technique, c'est de leur demander de mettre de côté. Quand ils retirent, en fait, la totalité de leur salaire, moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est essaye de mettre 100, 150 euros de côté et de pas les toucher si tu y arrives. Et puis, histoire de pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir faire un premier versement. Et parfois, on arrive à obtenir qu'ils ne payent que les amendes sans les majorations. Mais il faut discuter beaucoup. Oui, les transports, c'est une histoire de riche parce que je pense que c'est important d'entendre qu'il y a des gens qui comptent leurs centimes et d'autres qui dépensent les billets de 100 comme si c'était une pièce d'1 euro. Quand on compte ces centimes, payer les transports en commun, c'est compliqué. Puis il y a une autre réalité, c'est que les jeunes ne sont pas forcément au courant de ce qui existe, parce que il y a eu des dispositifs qui ont aidé les plus jeunes. Il y a eu des transports gratuits les week-ends pour les moins de 25 ans. Et je crois qu'ils sont pas tous forcément au courant. Ça, c'est aussi notre travail, c'est d'arriver à passer les informations. Ça reste quand même une histoire d'argent, de toute manière. Ça reste une histoire d'argent de toute façon. Ces problèmes cumulés et les saisies sur salaire découragent parfois ces jeunes niçois de trouver un travail payé au SMIC. Interrogée sur ce phénomène, la mairie de Nice m'a simplement répondu, je cite, « Proposer des tarifs parmi les plus faibles pour une métropole française avec un abonnement à 180 € par an pour les jeunes de moins de 26 ans. » À la difficulté de se déplacer s'ajoute la difficulté de se loger sur une côte d'Azur où le foncier bat des records. Je vais vous donner un exemple, il est un peu caricatural, mais c'est difficile de ne pas tomber dedans parfois. Les prix médians au mètre carré les plus affolants atteignent par exemple les 14 000 € à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une commune assez appréciée des oligarques, contre 1 740 € à l'Ariane, par exemple, selon les chiffres des notaires de France. Récemment, la Fondation Abbé Pierre a rendu un rapport sur le mal-logement à Nice. Dans la métropole de Nice, on ne l'imagine pas, mais 1 personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. La ville de Nice doit payer en ce moment 7 millions d'euros de pénalités, car le nombre de logements sociaux ne suit pas. On est encore loin du pourcentage exigé par la loi. Interrogée là-dessus, la mairie m'a répondu par écrit qu'ils ont quand même permis une augmentation de 31% des logements sociaux depuis 2008. La mairie de Nice dénonce une loi qui ne serait plus réaliste. Et selon Anthony Boré, ouvrez les guillemets, il faut permettre aux maires de fixer eux-mêmes, en accord avec les préfets, les objectifs de construction des logements sociaux et donc de sortir de la règle des 25%. C'est ce que défend le premier adjoint de Nice, qui est aussi président du plus gros bailleur social. Pour en savoir plus,
sur le mal logement. Je vous propose d'accueillir à présent Francis Vernet sur scène. Il est directeur de la Fondation Abbé Pierre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Francis Vernet, merci d'être venu avec nous ce soir. Alors comme ce n'est pas aussi grand que les grands ensembles de la Courneuve en Seine-Saint-Denis ou les quartiers nord de Marseille, on connaît mal la situation à Nice. Vous y étiez hier parce que la Fondation Abbé Pierre a décidé de s'y implanter face à la paupérisation qui grandit à Nice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a frappé, vous, en découvrant ce territoire? Une personne sur 5, ça fait 78 000 personnes. Sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté, pardon. Donc c'est énorme. On l'a dit aussi, le collègue historien l'a pointé, c'est beaucoup de disparités. Donc c'est un territoire avec beaucoup de contrastes qui sont malheureusement toujours au détriment des personnes mal logées. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on a cet axe, on a cet angle. Quand on a décidé de se dire que le territoire de la métropole, ça devenait une zone prioritaire pour nous, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de voyants qui étaient au rouge. Donc il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Ça tombe bien, dans le parc privé, c'est là où c'est le plus cher quasiment. On a des chiffres qui atteignent ceux de Paris. Du coup, ça pose quand même beaucoup de questions. Donc on a beaucoup de personnes qui sont pauvres, on a très peu de logements sociaux et le parc privé qui est très cher. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un appauvrissement massif. Le premier poste de dépense des ménages, en général, ce qui coûte le plus cher pour vivre, c'est de se loger. Quand on est dans une ville où on vit pas grand-chose avec des loyers très élevés, on doit faire des choix catastrophiques. Et nous, une des particularités de Nice qui nous a vraiment choqués, et on a fait aussi des visites sur le terrain, on a une réalité frappante. Nice est la ville de France où il y a le plus gros taux de suroccupation. Tu sais, quand un logement est très cher, et moi et ma famille, on aurait besoin d'un 5 pièces, c'est beaucoup trop cher, on va se rabattre sur un 4, un 3, des fois un 2 pièces. Et la suroccupation, ça génère aussi beaucoup de difficultés de santé, de suivi de scolarité, etc. Et à Nice, il y a 3 fois plus de gens en suroccupation qu'en France en moyenne. C'est 15% des gens à Nice qui vivent dans des logements suroccupés, donc dans des conditions indignes finalement. Alors, il y a un taux de pauvreté important qui tranche avec le faste et le bling-bling de la Côte d'Azur. Les quartiers de l'Ariane et des Moulins font partie des quartiers les plus défavorisés de la région. Notamment, vous pointez dans ce rapport la résidence sociale Nicéa, alors qui vient de sortir de la liste des quartiers prioritaires, mais vous indiquez que cette résidence Nicéa était le plus pauvre des quartiers prioritaires de France. Expliquez-nous cette situation. Oui, c'est une toute petite ligne de notre rapport, effectivement, qui a attiré beaucoup l'attention. C'est une résidence un peu particulière qui accueille des personnes, des travailleurs immigrés en situation de retraite. Et du coup, il y a un taux explosé comme ça de pauvreté très fort, très marqué, avec le type d'endroit et de résidence et de zone dont on ne veut jamais entendre parler. Et ce qui était assez intéressant quand on présente le rapport, c'est qu'autour de... Donc il y a tout un tas de chiffres et de données, etc., et d'analyses et de propositions. Juste de se dire que tous ces chiffres sont des chiffres publics. À la Fondation Abbé Pierre, on n'est pas venu inventer une donnée ou un chiffre. Des chiffres issus de l'INSEE, de la préfecture, parfois de la métropole. Du coup, celui-ci, on l'a pas inventé. Et effectivement, un taux de pauvreté record, des difficultés records sur ce tout petit segment. Et avec cette volonté, parfois, comme ça, la sensation qu'on a des institutions locales de pas vouloir échanger ou aborder sur ces questions-là, parce qu'on a le collègue historien le pointait aussi, la sensation que des fois, il faut un peu invisibiliser, parce que supposément, Nice, et vous le disiez aussi, c'est pas censé rappeler ça, et on a envie de penser d'abord à la promenade des Anglais et pas à cette résidence. Pour préciser, donc, selon l'Observatoire des inégalités, le taux de pauvreté dans la résidence Nicéa atteint près de 80% selon leurs chiffres de 2022. C'est ce que vous mettez dans le rapport. Alors, nous avons envoyé des questions au gestionnaire à Doma qui n'a pas souhaité nous répondre. À la place de cette résidence, Christian Estrosi, le maire de Nice, veut bientôt y construire un grand hôpital, un méga hôpital. Mais la mairie m'a précisé qu'aucun projet n'est arrêté à ce jour. Pour apporter un peu de contradictoire, la ville de Nice assure qu'elle prendra sa part au moment du relogement pour accompagner le relogement, les compensations des habitants. Je cite, « Cette opération ne baissera pas le nombre de logements sociaux et la compensation permettra une offre nouvelle en évitant de concentrer une population précaire dans le cadre d'une approche globale et de mixité sociale. » Alors justement, mixité sociale, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à Nice? Alors, à la Fondation Abbé Pierre, on ne fait pas de politique. Le concept de mixité sociale nous parle pas toujours très bien. À Nice, on l'a dit, c'est une ville de contraste. Enfin, le territoire est une ville de contraste très fort, très marqué, où il y a effectivement des zones tampons dans lesquelles les populations vont se croiser ou se rencontrer.
parfois dans les transports en commun avec les conséquences que ça vous avez pu évoquer. Tout sera une histoire de développement et de déploiement de la politique publique. Il faudra être attentif. On sait que parfois le diable se cache dans les détails. Donc sur les opérations programmées pour sortir de la difficulté de cette résidence et pour y faire un super hôpital, parce que par contre tout est super à Nice. La certitude, c'est qu'il faudra regarder attentivement, et nous à la Fondation Abbé Pierre, c'est aussi pour ça qu'on essaie d'être présent très régulièrement sur le terrain. C'est pour pouvoir, à la fois avec des associations qui nous permettent d'être en lien avec des personnes qui nous expriment aussi ce qui se passe, de pouvoir rapporter parfois aux élus dont on a la sensation qu'ils sont partiellement à l'écoute d'une partie des habitants du territoire, sachant que nous, notre prisme, ce sont les mal logés d'abord, et malheureusement, ils sont nombreux. Alors, sur la Côte d'Azur, il manque près de 50 000 logements sociaux. C'est 33 communes qui doivent payer des indemnités cette année, dont Grasse, Valoris et Nice. Il y a la carence des logements sociaux, mais aussi l'insalubrité quand ils n'ont pas été rénovés. Que constatez-vous à la Fondation Abbé Pierre sur cet habitat indigne ? Alors, l'habitat indigne, du coup, c'est, pour le dire très rapidement, parce que c'est un peu technique, parce qu'il y a l'indignité et l'insalubrité, c'est des taudis. C'est des appartements dans lesquels il y a de la moisissure, des problèmes d'aération, des fois des problèmes de fissures, des problèmes de conduite d'eau, etc. Donc, c'est des endroits dans lesquels, supposément, on se dit que dans la 6e puissance mondiale, puis dans un territoire qui, malgré tout, a beaucoup de richesses aussi, parce que ce tourisme génère... Donc, ça nous pose des questions de ruissellement parfois. En tout cas, c'est assez contre-intuitif de dire qu'il y a autant de taudis dans le parc privé, mais aussi parfois dans le parc social, qui est du coup géré. Donc, on l'a dit, par les collectivités parfois. Du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'habitat indigne aujourd'hui à Nice et qu'on a la sensation, donc il y a des taudis, que la prise en compte de cette problématique, si on n'en parle pas suffisamment, on a du mal à mettre des politiques en face, etc., qui soient suffisamment précises et impactantes, parce que c'est la question de la précision pour la résorption de l'habitat indigne. C'est pas à grand coup de mesure ou de saupoudrage, il faut y aller quartier par quartier. Il y a des méthodes à élaborer. Aujourd'hui, sur la lutte contre l'habitat indigne, à Nice et sur le territoire de la métropole, nous, on souhaiterait ajouter notre pierre à l'édifice parce qu'on a le sentiment à la Fondation Abbé Pierre qu'on n'y est pas encore complètement. Il y a un frémissement parce qu'il y a une prise en compte quand même de la problématique, mais pour nous, elle n'est pas à la hauteur des enjeux parce qu'on aura toujours en tête cette une personne sur 5 qui, bien souvent, vivra dans un taudis et dans un taudis trop petit. Et il y a des plans de rénovation, vous les suivez, j'imagine ? Alors, on n'est pas encore conviés de partout. On est présent pour toutes les invitations qui nous sont faites et on suit, c'est du technique, mais le programme local de l'habitat, qui est le plan de programmation de ce qui va se passer dans les années à venir. Et on va participer la semaine prochaine notamment à des réunions de travail dont on a la sensation qu'elles ont des fois des axes qui sont prédéterminés. Et on a le souhait, nous, en tant que Fondation Abbé Pierre, de venir essayer de faire un effet levier ici et d'entraîner avec nous les collectivités locales, parce que l'idée, c'est de faire avec. Vous disiez tout à l'heure, parfois, quand on doit choisir et qu'on ne peut pas payer le logement, il y a des choix catastrophiques qui sont faits. Parfois, tout dégringole jusqu'à ne plus avoir de logement. Qu'est-ce que vous avez constaté, Francis Vernède ? Du coup, des ménages qui vont... quand je dis des ménages, c'est des familles qui vont vivre dans une voiture. Il y a aussi une explosion du sans-abrisme à Nice, on peut se le dire, parce que là, pour le coup, ça ruisselle dans le mauvais sens. C'est-à-dire que quand on a du mal à payer son loyer, on commence à avoir une dette locative. Ça peut amener une expulsion. Du coup, ça, c'est un peu compliqué. On va peut-être vivoter à l'hôtel, chez des collègues, des proches, la famille. Ça ne dure qu'un temps. Et puis, à un moment, on se retrouve à la rue. De dire que donc, il y a cette problématique du sans-abrisme à Nice qui est marquée, qui est forte, qui est aussi très sectorisée, puisque la ville de Nice a la caractéristique chaque été de vouloir prendre un arrêté anti-mendicité qui est systématiquement cassé, donc qui est rendu illégal. Mais du coup, il y a aussi la volonté de faire en sorte que cette pauvreté de rue ne soit pas visible. Nous, on travaille avec des associations localement qui prennent en charge une partie de ce public. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire aussi, et c'est pas le fait ici de la ville ou de la métropole, c'est que le parc d'hébergement, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes qui survivent en rue d'être hébergées, complètement décalé de la réalité locale. Donc on aurait besoin que l'État ici finance de nouvelles places d'hébergement. À 30 km, si on prend la route littorale, on arrive sur la Croisette. À Cannes, connu pour ses hôtels de stars, le Carlton ou le Majestic. Derrière cette façade de bord de mer se trouvent des barres d'immeubles, des quartiers entiers qui se succèdent jusqu'aux collines, qu'on appelle la Boca Nord. Dans la Boca Nord, il y a un grand quartier prioritaire dans lequel se trouvent les zones de Ranguin, La Frière. La ville de Cannes vient tout juste de sortir de la liste des villes carencées en logements sociaux. Des grands plans de rénovation sont en cours, mais la situation sociale reste précaire. Dans le quartier populaire de la Boca, il y a ce syndicat d'initiative et de défense des habitants qui réclame plus de police, plus d'éducateurs de rue et milite pour un renouveau des commerces.
À la tête de cette association, Laïd Bouzetti travaille comme agent de maîtrise à la ville de Cannes sur la rénovation urbaine. Lors de l'interview, il partageait certaines idées du maire de Cannes, David Lisnard, membre des Républicains et fondateur du mouvement Nouvelle Énergie. Laïd Bouzetti a d'ailleurs soutenu un temps la députée de la circonscription, qui est une fidèle du maire de Cannes, mais il critique aussi certains aspects de la gestion des quartiers. Laïd Bouzetti aime dire que c'est la Boca qui a fait Cannes avec ses verreries et ses abattoirs. Cette figure locale répète souvent qu'il y a une situation sociale explosive, avec un taux de pauvreté de 21% en 2021 selon l'INSEE, un taux supérieur à la moyenne régionale et nationale. Ce comité d'habitants s'inquiète aussi de la hausse des violences liées au trafic de drogue et réclame plus de sécurité, même s'il est conscient, je cite, que la police ne peut pas tout faire, il faut plus de politique sociale. Aujourd'hui, on rénove, mais on ne solutionne pas le fond du problème, nous dit-il. Alors, pour comprendre la situation, j'ai pu consulter des documents, des rapports sur la situation dans certains quartiers de la Côte d'Azur, dont ceux de Cannes, depuis 2020, grâce à une source qui souhaite rester anonyme. Dans les faits marquants, dont une partie est sortie dans la presse, de septembre à novembre 2023, le quartier de la Frayère à Cannes, la Boca, a été marqué par une guerre de territoire pour le trafic de drogue, avec des violences, des coups de feu, des interventions de CRS. Les habitants ont témoigné d'une rivalité avec des trafiquants de Toulon. La mairie et le procureur ont organisé ce qu'ils appellent des opérations coup de poing et une trentaine d'interpellations a été menée. J'ai sollicité la ville de Cannes pour avoir une interview au téléphone, notamment avec Thierry Migoul, qui est le directeur de cabinet de David Lisnard. Thierry Migoul insiste sur la transformation de Ranguin et de la Frayère et raconte leur vision de la politique de logement social qui doit être plus diffuse. On l'écoute. À l'époque, ils étaient concentrés sur le secteur de Ranguin et de la Frayère, d'où cette paupérisation. Chronologiquement, Ranguin avait à l'époque un commerce qui était en déshérence totale. Il y a eu une reprise en main de ce quartier et là, on est sur l'acte 2 de la Frayère et aujourd'hui, c'est 30 millions d'euros qui sont fléchés sur la Frayère. Vous le savez, notre ville est dense en termes urbains. Hein. L'expression, c'est reconstruire la ville sur la ville. Il va y avoir une livraison prévue septembre-octobre de logements sociaux. On va en créer sur République, mais on en a créé aussi sur les contreforts de la Californie, des logements sociaux avenue de Valoris, par exemple. On aide financièrement, parce que ça nous intéresse aussi d'avoir du logement social en plein cœur d'immeuble, sans que l'immeuble soit à 100% logement social. Et ça va dans le sens de plus de mixité, c'est ce que l'on recherche. Des logements sociaux à République dans le centre de Cannes et sur les contreforts de la Californie. La Californie, c'est une colline très huppée où se trouvent des villas de luxe mythiques et de milliardaires. En bas du quartier de la Boca, au centre, on va avoir un hôtel 4 étoiles, me disait Thierry Migoul. On n'imaginait pas ça il y a quelque temps au centre de la Boca. Les habitants de ces quartiers pauvres, eux, se sentent toujours à l'écart socialement. Aller en haut de la Californie ou sur la Croisette reste un autre monde. Si vous visitez la Côte d'Azur, vous irez sûrement ensuite à Valoris, une colline limitrophe de Cannes. On en a parlé, la ville des potiers et de Picasso. Malgré tout, Valoris a cette mauvaise image qui colle à la peau. La mauvaise réputation du quartier de Lazaïne, avec son passé de trafic, de feux de voiture ou de véhicules braqués. Une image obsolète pour les acteurs de terrain, même s'il y a toujours des problèmes. Le quartier ne s'appelle même plus Lazaïne. Il a été renommé les Hauts de Valoris, mais le nom est resté dans la mémoire collective. Depuis, la situation a évolué. 2 tours ont été abattues, 10 restent encore. Du trafic de drogue peut subsister. Une unité spéciale de CRS basée à Marseille a été envoyée au mois de décembre pour une intervention suite à des tirs de mortier, le fait d'une poignée de personnes. À Valoris aussi, les habitants des quartiers prioritaires, qui comptent près de 3000 habitants, craignent d'être étiquetés lorsqu'ils disent qu'ils viennent de la vieille ville ou des Hauts de Valoris. Alors sur le terrain, j'ai pu rencontrer Christelle Poins, 52 ans. Elle est assistante sociale en milieu scolaire à Valoris-Golfe-Giant et depuis 30 ans, elle constate cette invisibilisation des populations. On l'écoute.
Quand je parle de Valoris, on me dit oh, c'est génial de travailler à Valoris, c'est la ville des potiers, c'est la ville de la culture, c'est la ville de Picasso. Alors, et quand je leur parle de moi, ma vie au quotidien, au collège, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même ville. Ce qui m'a aussi beaucoup choquée, c'est qu'on est quand même dans un département dit riche, où effectivement les transports en commun sont peu développés. Et sur la commune de Valoris, j'ai toujours été particulièrement heurtée par le fait que nos élèves de Golfe-Juan sont obligés, les familles sont obligées de payer un abonnement bus, alors que normalement ça devrait être gratuit pour eux puisqu'ils sont rattachés au collège de Pablo Picasso à Valoris, donc ils n'ont pas le choix, c'est leur établissement de secteur. Donc la logique voudrait que leur transport scolaire soit pris en charge par la mairie. Puis j'ai envie de dire que moi ce qui m'a choqué, c'est qu'on est quand même sur la Côte d'Azur, on a la mer qui est à côté et on a une recrudescence importante de nombre d'enfants qui ne savent pas nager à l'entrée en 6e. Tous ces quartiers-là n'apparaissent pas, on ne les voit pas. On offre une espèce de paradis aux gens qui viennent, mais on ne pense pas assez, je pense, aux gens qui vivent là et qui sont les travailleurs de l'ombre et qui essayent de vivre comme ils peuvent dans leur département. Pour rebondir sur ce que disait Christelle Poins, le nombre d'enfants qui ne sait pas nager à l'entrée en 6e à Valoris a doublé depuis 2007, ce qui montre les écarts de vie en bord de mer. Du côté de la prévention, il y a aussi sur ce quartier les apprentis d'Auteuil depuis des années. Avec le collège, ils ont aidé à diminuer le nombre d'enfants exclus temporairement, par exemple. Parmi les salariés, il y a Zara Aïtsibella. Elle est responsable d'activités aux apprentis d'Auteuil. Et elle, depuis son arrivée en 2013, elle constate que le quartier est moins enclavé. Elle a œuvré pour installer un jeu d'enfants, des activités au cœur de la cité, ou pour que les familles se réapproprient l'espace public. Une façon aussi de repousser le trafic à la lisière du quartier. Mais l'enjeu reste la mobilité. S'autoriser à sortir du quartier, aller à la mer ou à la montagne. On l'écoute aussi. Aujourd'hui, on a vraiment accompagné sur cette dynamique en disant le quartier ne doit pas être votre seul repère environnemental. Il y a des choses qui se passent dans votre commune, il y a des événements, des beaux événements artistiques, culturels. On y va. Vous avez de l'appréhension sur la mobilité, vous avez de l'appréhension sur cet espace, mais il est aussi ouvert pour vous. Il n'est pas juste pour les autres. Souvent, c'était ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, il est aussi pour vous, avec des familles qui parfois sont pas véhiculées, mais comment on se déplace avec transport en commun, comment on se déplace en covoiturage. Et aujourd'hui, pour moi, dans ce quartier, il y a beaucoup de mouvements et les familles se déplacent. C'est peut-être pas le cas pour d'autres quartiers et c'était vraiment pas le cas il y a quelques années en arrière. Beaucoup de familles n'avaient même pas vu la mer. Donc voilà. Donc il peut y avoir de nouvelles familles sur lequel nous on va vérifier si les jeunes savent nager, si les parents savent nager. Mais on accompagne en tout cas en ce sens effectivement. Parce qu'on peut pas être à 2 pas de la mer et ne pas savoir. L'évolution sociale des familles à Valoris est aussi passée par l'insertion professionnelle. Fiers de ce succès, les apprentis d'Auteuil compte au moins 15 mères de famille qui ont décroché un emploi, quelques CDI, dans le ménage ou l'aide à la personne. Comme Valoris, une dernière ville surprend par ses contrastes. C'est Grasse, la ville des parfums, où se croisent des touristes du monde entier et des familles extrêmement pauvres. Le centre-ville est classé prioritaire et l'insalubrité dans certains logements du centre historique est dénoncée. En contrebas du centre historique, il y a les Fleurs de Grasse et CHLM, qui font partie des quartiers où les taux de chômage, d'emplois précaires et de personnes sans diplôme sont parmi les plus élevés de la région. Ce sont des chiffres du rapport de 2022 du cabinet Le Compas. Il y a bien des plans de réhabilitation en cours et des relogements ont débuté. À Grasse aussi, les points de deal sont surveillés. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses tensions, des affrontements parfois avec armes ou avec les forces de l'ordre. Pour apaiser la situation, les éducateurs de rue sont là, notamment ceux de l'association Montjoie, qui a un service de prévention spécialisé, le dispositif Passage. Ils sillonnent la vieille ville et les alentours de la gare, dont Farouk Manan, qui est une figure de l'association Montjoie. Il a exercé d'abord pendant 20 ans dans les quartiers de Cannes, avant d'arriver à Grasse il y a 4 ans. Il analyse la situation ainsi. Le cliché, c'est de croire que tous ces quartiers vivent du trafic de drogue. C'est complètement faux. Ils vivent un peu de leur travail, parfois de l'argent en noir dans le bâtiment sans être déclaré. Ce qui est invisibilisé, ce qu'on ne veut pas voir, ce sont des tas de jeunes qui se refusent de rentrer dans le système D et dans l'argent facile. Farouk Manan et les éducateurs
du service passage suivent depuis des années les habitants de quartiers de Grasse, comme Marwan, qui réussit plutôt bien au lycée, Yacine, qui a pu entrer à l'université, Ibrahim, qui est déscolarisé mais qui rêve de devenir mécano sur les bateaux, et Sandrine, mère seule avec sa fille. Le mieux pour finir, c'est d'écouter ses habitants. Je m'appelle Marwan, mes parents m'ont plutôt bien élevé, je suis content, je suis très fier, même je dirais que j'ai reçu une très très bonne éducation, car elle me pousse à aller au travail. Les études, c'est le seul moyen de s'en sortir, car comme nous sommes dans les quartiers, et j'ai pas envie de tomber vers la délinquance, et même eux essaient de m'écarter de la délinquance et me disent de rester vers les études, mais c'est plutôt une bonne chose, c'est quand même un bon moteur pour moi, pour me motiver de rester sur mes études. Nous sommes actuellement aux alentours de la gare SNCF de Grasse, donc zone principale de transit, où notamment nous avons l'été les touristes qui viennent. Tout le temps je dis ici c'est une ville de touristes, que les touristes. Sinon pour nous il n'y a rien. Ah, vous appelez comment? Sandrine, on est en HLM, mais bon, l'appartement elle est nickel, mais l'environnement en bas, quand vous descendez en bas, vous n'avez même pas envie d'être en bas en fait. Il y a beaucoup de HLM par ici. Il n'y a aucune activité, rien. Tout se passe en centre-ville. Ici aussi, on aurait dû faire des trucs pour motiver un peu les jeunes, pour qu'ils arrêtent de venir brasser en dessous de ma maison, vous voyez. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 16 ans. Je suis en France depuis 1 an et demi. Et voilà. J'imaginais genre France, je sais pas, c'est le paradis comme... Parce que tu vois, quand j'étais au bled, il y a des gens qui disent la France c'est le paradis, on dirait, je sais pas quoi, là, vas-y. Et après, quand je venais à Grasse, genre c'est normal. Genre il y a des gens comme moi, il y a des gens, voilà, tu vois. Il n'y a rien à Grasse, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de fêtes, il n'y a pas beaucoup de fêtes, voilà. C'est une ville assez chouette, à vrai dire, mais qui a des défauts, des gros défauts. Yacine, vous êtes étudiant. Quand vous dites que vous venez de Grasse, comment réagissent les gens? Ils nous voient comme des gens de quartier, quoi. Des banlieusards. On est mal vus, quoi. Des Grassois, quoi. Il y a un très très gros écart de richesse entre Cannes, Nice, Grasse, etc. Surtout si on vient de banlieue. Il y a les riches, il y a nous, on se dit bonjour cordialement, et encore. Et après, eux c'est eux et nous c'est nous. Il n'y a aucune mixité, il n'y a aucun mélange. Parce qu'en fait, c'est la French Riviera, c'est le bling bling, c'est le m'as-tu vu, c'est le... Tout le monde veut se montrer ici. Hein. Alors que personne n'a rien. Et même les gens qui n'ont rien, ils veulent se montrer. Donc, c'est un paradoxe. Un paradoxe alors que les Alpes-Maritimes s'apprêtent à accueillir des millions de touristes cet été. Sur le terrain, la quasi-totalité des acteurs rencontrés, des dizaines, ont tous fait le même constat. Une paupérisation de plus en plus forte depuis le Covid et l'inflation, des mères seules, isolées avec enfants de plus en plus précaires, et une hausse de demandes alimentaires, avec cette phrase qui me hante encore et qui surprend toujours quand on parle de la Côte d'Azur, les gens ont faim. C'était Sous le soleil, les cités, une enquête de Daphné Gastaldi. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous. Le mois prochain, nous reviendrons sur les Jeux Olympiques sous haute surveillance. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt.